Merci de votre présence. Je ne vais pas parler aujourd'hui de toute la viande utilisée, représentée et simulée dans l'art contemporain récent, pour ne rien dire de Lady Gaga, dans l'art récent ou dans la culture populaire depuis 30 ou 50 ans. Je voudrais plutôt saisir l'occasion de ces rencontres autour de la matière pour évoquer devant certains de mes collègues, mais aussi devant le grand public qui est celui du festival, une œuvre particulière intitulée Vanitas, robe de chair pour une albinos anorexique, dont l'artiste canadienne Jana Sterbak réalisa la première mouture, si on peut dire, en 1987, mais qui, quelques années plus tard, au cours d'une rétrospective de l'artiste au Musée des Beaux-Arts du Canada, suscita une des plus violentes controverses de la scène culturelle canadienne, avant de finir dans la collection du Musée d'Art moderne au Centre Pompidou. C'est dans ce contexte d'analyse de controverse, typique de la fin des années 80 et du début des années 90, que j'ai donc pour la première fois réfléchi à l'usage de la viande en art, et cet usage me paraissait alors singulier, inhabituel, insolite et surtout chargé d'affect. Aujourd'hui, la viande comme motif, matériau, simulacre est partout. L'auteure Monica Wagner installe Vanitas en page couverture d'un ouvrage qui se propose de relire toute la modernité, de faire une autre histoire de la modernité à travers la question du matériau. Mais malgré le caractère emblématique qu'elle semble conférer ici à la viande en choisissant l'œuvre de Sterbak pour la mettre sur la page couverture, à l'intérieur même de l'ouvrage, l'œuvre n'est qu'une instance parmi d'autres de cet investissement et de cette expérimentation constante des artistes de la modernité envers la matière et le matériau. De son côté, Paul Arden, dans Extrême, limite dépassée de l'art contemporain, esthétique de la limite dépassée, excusez-moi, consacre à la viande tout un cahier iconographique aux usages vraiment littéraux de ce matériau, et il rappelle que nous sommes ainsi interpellés, choqués, en partie par ce que nous y reconnaissons de nous-mêmes. Une vingtaine d'années donc s'écoulent entre la controverse du Musée des Beaux-Arts du Canada, qui a lieu en 91, et la parution de ces ouvrages, et on dirait que s'est installée entre-temps une relative banalisation du matériau. Mais si, dans les débats esthétiques, la viande, et qui plus est l'usage littéral de la viande, était encore plus banale que ne le laisse supposer la prolifération d'exemples en provenance de la scène de l'art contemporain. Et si en fait, la matière viande avait d'ores et déjà été une affaire des artistes de la modernité. C'est dire donc qu'à côté du discours sensationnaliste qui a accompagné l'emploi du matériau, un autre discours c'était d'entre-jeu fait en face des tenants de l'extrême et avait su reconnaître dans la viande le seuil précaire et indéterminé qui s'y marque et que j'évoquerai peu aujourd'hui pour être fidèle à mon titre, matière à sensation, mais dont je voudrais néanmoins dire quelques mots parce que les artistes du 19e siècle ont aussi entendu la dimension précaire et indéterminée de la viande, et je pense particulièrement au travail de Daumier, dont je ne montrerai ici que cette caricature. Sous un portrait équestre, un vieux monsieur mange son cheval aux côtés de son chien dévorant un os. Les deux partagent un air de famille et le même absorbement, laissant sur le seuil de la pièce la vieille bonne perplexe et inquiète de son propre sort. C'est pourtant vrai, voilà monsieur qui mange son vieux cheval, pourvu qu'un jour il n'ait pas l'idée de se mettre à manger sa vieille bonne. Qui mange qui? La question est posée à travers toute une série d'oppositions dont la barre se déplace. Entre les bêtes qu'on mange et celles avec lesquelles on mange, entre les serviteurs animaux et les serviteurs humains, entre les maîtres et les serviteurs. C'est aussi ce précaire et cet indéterminé de la viande que mon projet final devrait contribuer à faire émerger, mais je le contiens aujourd'hui pour me limiter
à la sensation qu'est aussi la viande et que mon titre annonce. Gilles Deleuze, quand il parle de la viande, insiste pour distinguer la vraie sensation et le sensationnalisme. Le sensationnalisme se distinguerait de la vraie sensation autour de la question viande, dans la mesure où il est confiné à la seule violence du représenté. Mais Vanitas construit une robe où la viande, au titre de matériau, a davantage un statut de représentant et pas de représenté. Le problème de son utilisation esthétique, lié à des considérations anthropologiques, les tabous alimentaires, économiques, la haine du gaspillage, concerne la présentation d'un matériau qui est détourné de son usage, alors que c'est précisément son usage qui le détermine comme viande. Je ne caractérise pas ici longuement la viande, mais on peut facilement montrer que la viande n'est pas caractérisée par sa provenance, mais par sa destination et par son usage et par le rituel établi à cette fin qui qualifie, on pourrait dire, une chair comme viande. Donc, ça concerne la présentation d'un matériau détourné de son usage, tout autant, sinon plus, que cela concerne la violence faite à la bête et que le formatage des steaks oblitère ici radicalement. Vous allez le voir un peu plus tard. Beaucoup de gens ont commenté Vanitas comme si l'artiste s'était attelé à bras-le-corps à sculpter à même une carcasse de manière soustractive l'œuvre, alors qu'il s'agit en fait d'une accumulation d'un matériau modulaire et industriel, organique, mais modulaire et standardisé par l'industrie, qui est le steak. Il faut peut-être voir là un indice d'une difficulté nouvelle, d'une indétermination, pour rester dans les termes qu'affectionne Deleuze, entre ce qui relève de la sensation phénoménale et ce qui touche à la sensation événementielle, entre la sensation étayée sur l'expérience et celle excitée par la simple circulation d'informations. Mais se pourrait-il qu'il n'y ait pas à trancher entre les deux, et que les deux sens du terme soient mis en jeu par l'œuvre de Sterback, et que la sensation du phénoménologue ne soit pas, tout compte fait, si distincte, comme j'espère qu'on le verra, de celle dont le sociologue de l'art peut faire ses choux gras. Depuis près d'une décennie maintenant que je travaille à cette question, je présenterai aujourd'hui une mise en parallèle autour de la notion d'allégorie réelle de deux artistes et de quelques œuvres qui encadrent à mes yeux les tenants et aboutissants de la problématique de la viande dans la pratique culturelle, visuelle mais aussi littéraire, depuis le milieu du XIXe siècle. Bien que le recours à la viande comme matériau ait donné et supporté des sens fort différents, allant de la dénonciation de la guerre à celle de l'exploitation industrielle, la question, son apparition comme question, se fait d'abord dans le cadre de la représentation du nu féminin, et la viande ici apparaîtra donc d'abord comme métaphore et non comme motif. Mais je vous propose de suivre l'élan qui mène de ses premiers usages métaphoriques par la critique d'art à son emploi littéral par les artistes, qui bientôt détournent et s'approprient l'injure pour lui conférer une valeur positive. Nous voici donc dans la salle qu'occupait Vanitas, dans le cadre de la rétrospective du travail de Jana Sterback qui eut lieu au Musée des Beaux-Arts du Canada en 1991. Notez qu'il s'agit d'une grande salle où se distingue bien le caractère isolé de la sculpture qu'on peut tout à fait se contenter de voir de loin. Il s'agit là, j'y reviendrai, d'une mise en espace très soigneusement élaborée, alors que le recours à la viande et le titre de l'œuvre, Vanitas, ont toujours, eux, entraîné des commentaires qui négligeaient l'espace et favorisaient le passage du temps et le rapport au corps. À cette image sereine, aérée, d'une mise à vue quasi distanciée de l'œuvre, je vous demande d'ajouter maintenant celle-ci. Il s'agit de la jeune Cathy McCormack, saisie dans toute la répugnance que l'œuvre lui inspire lors d'une visite scolaire au musée. C'est là la photo qui fut le plus reproduite
la plus reproduite durant la controverse, les quelques semaines de la controverse, une controverse qui démarra d'ailleurs autour des questions d'hygiène et du danger que Vanitas comportait pour la salubrité du lieu et la santé de nos enfants. C'est toujours nos enfants dans ce temps-là. La santé de nos enfants. Le musée tenta de réagir en organisant des visites de ses collections pour montrer que les artistes s'étaient depuis très longtemps intéressés à la représentation de la mort, de la nourriture, de la pourriture. On entraîna le public devant les montagnes de victuailles de Jordaens, devant l'Ève, très mauvaise image, je m'en excuse, l'Ève et le serpent et la mort de Baldwin Green, mais peine perdue. Même non féru de débats esthétiques, le public sait faire la différence entre la représentation d'un étal de viande ou la présentation d'un montage de steak, entre la viande comme référent et la viande comme matière. Et on eut beau rappeler que le musée avait déjà exposé des laitues de Pennone, il semble bien que la viande est un statut anthropologique différent, si substantiellement apparenté à notre corps, et ayant, au nom de la moderne divinité protéine, coûté une vie animale, que la tolérance envers la verdure pennonienne ne puisse pas se transférer au steak de Sterback. Sterback, dont l'œuvre accorde toujours une grande attention au choix des matériaux et à leur charge d'affect, fut absolument surprise du tintamarre médiatique et elle s'en tint éloignée, mais elle rappela quand même qu'elle recherchait à faire une œuvre sur le passage du temps et qu'à ce titre, seule la viande, matériau organique, même sous la forme standardisée et industrielle du steak, permettait une transformation continue. Le catalogue de l'exposition insistait, lui, sur la dimension allégorique de Vanitas, en proposant parmi les illustrations une vanité renaissante d'Erhardt en pendant de Vanitas. Mais évidemment, on se retrouve devant le même dilemme. Le passage du temps dans la sculpture ancienne est figuré et représenté. Le défi de Sterback semble avoir été de chercher à produire une allégorie littérale. Une allégorie par la personnification d'un concept abstrait, le vieillissement, et une littéralisation par le choix d'un matériau qui allait vraiment vieillir. En somme, Sterback aspirait à créer et à produire quelque chose comme une allégorie réelle pour évoquer le titre, le sous-titre que Courbet donnait à son œuvre et où il posait déjà la dimension potentiellement oxymorique de l'allégorie. C'est bien avec Courbet que commence l'histoire de la viande dans la modernité plastique. J'entends la viande non comme référent, encore que les scènes de chasse du peintre exigeraient de repenser cette opposition, mais la viande comme métaphore appelée à se métamorphoser assez rapidement en viande comme matière de l'art. En 1873, Zola, dans Le Ventre de Paris, nous fait connaître Claude Lantier, le peintre plus connu dans son œuvre pour le destin funeste qu'il va connaître dans le roman plus tardif de la saga des Rougon-Macquart et qui s'intitule L'œuvre. Lantier nous livre dans Le Ventre de Paris un manifeste de sa conception de l'art en racontant à son ami Florent les circonstances entourant la production de l'œuvre qu'il considère d'abord comme une œuvre et ensuite comme son chef-d'œuvre. Voulez-vous que je vous dise quelle a été ma plus belle œuvre depuis que je travaille, celle dont le souvenir me satisfait le plus? L'année dernière, la veille de Noël, comme je me trouvais chez ma tante Lisa, le garçon de charcuterie Auguste, cet idiot, vous savez, était en train de faire l'étalage. Ah, le misérable! Il me poussa à bout par la façon molle dont il composait son ensemble. Je le priai de sauter de là en lui disant que j'allais lui peindre cela un peu proprement. Vous comprenez, j'avais tous les tons vigoureux, le rouge des langues fourrées, le jaune des jambonneaux, le bleu des rognures de papier, le vert des feuilles de bruyère, surtout le noir des boudins, un noir superbe que je n'ai jamais pu retrouver sur ma palette. Naturellement, la crépine, les saucisses, les andouilles, les pieds de cochon panés me donnaient des gris d'une grande finesse. Alors je fis une véritable œuvre d'art. Je posai les tons, je dressai une nature morte étonnante où éclataient des pétards de couleurs soutenus par des gammes savantes. En haut, une grande dinde montrait sa poitrine blanche, marbrée sous la peau, des taches noires des truffes.
C'était barbare et superbe, quelque chose comme un ventre aperçu dans une gloire, mais avec une cruauté de touche, un emportement de raillerie tel que la foule s'attroupa devant la vitrine, inquiétée par cet étalage qui flambait si rudement. Quand ma tante Lisa revint de la cuisine, elle eut peur, s'imaginant que j'avais mis le feu aux graisses. La dinde, surtout, lui parut si indécente qu'elle me flanqua à la porte pendant qu'Auguste rétablissait les choses, étalant sa bêtise. Jamais ces brutes ne comprendront le langage d'une tache rouge mise à côté d'une tache grise. N'importe, c'est mon chef-d'œuvre, je n'ai encore jamais rien fait de mieux. Le passage est assez connu et comme j'ai eu l'occasion de l'analyser longuement dans le détail pour la revue du musée d'Orsay, je n'y reviens pas longuement. Il s'agit certes d'une description littéraire d'un usage littéral, mais nous avons quand même là la proposition d'un usage littéral de la viande comme matériau de l'art, un premier usage auquel est conféré d'autre part un statut absolument emblématique, parce que la description de la vitrine est enchâssée dans le roman au moment où Zola se mesure à Hugo en comparant l'architecture des Halles à celle de Saint-Eustache et où il dit « ceci tuera cela » et ensuite enchaîne la description. Donc on est vraiment dans la traduction picturale du manifeste de la modernité tel qu'il vient d'être évoqué en architecture. Donc, je n'en dirai que ça. Je voudrais me demander aujourd'hui d'où Zola tient-il cette idée de la viande comme matériau? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on passe de la métaphore viande à justement cette proposition littérale? On a beaucoup dit que Lantier était inspiré de Courbet et de Manet, mais qu'est-ce qui travaille, non pas sous l'assemblage de couleurs, mais sous le ventre en gloire de la vitrine de Lantier? Et là-dessus, il faut répondre Courbet. C'est en effet autour de Courbet qu'en 1853, la critique d'art recourt au premier usage métaphorique de la viande pour disqualifier la représentation du corps humain. Il y a une mention dans le chef-d'œuvre inconnu à propos des montagnes de viande des femmes de Rubens, mais justement, à cette date-là, la métaphore tombe complètement à plat, elle n'est pas du tout reprise, alors qu'on va voir la fortune que va avoir le thème de la viande ici. Lorsque De Penne caractérise la baigneuse de Courbet de quartier de viande à l'étal du boucher, non seulement animalise-t-il le corps de la femme, ce qui va être fréquent autour des nus de Courbet, même Kenneth Clark, dans sa série sur le nu, insiste sur le caractère bovin des femmes de Courbet. Mais ici, le critique en fait un animal mort, une marchandise, un comestible prêt à consommer. C'est cette combinaison qui est un peu nouvelle. On peut, si vous voulez contrôler ce que je dis, je vous invite à aller lire le recensement que Dominique Massuno a fait des textes critiques sur la figuration du corps humain. Et on voit bien, on voit donc que la viande apparaît à ce moment-là et que ce qu'elle vient remplacer comme registre métaphorique, c'est par exemple ce qu'on reprochait aux peintres romantiques, à savoir la facture cadavérique de certaines de leurs figures. Mais quand on parle du cadavre, on parle de la mort, mais on reste dans un registre humain. Il n'y a pas cette déchéance supplémentaire de l'animalisation, même quand un autre critique va parler de restes à peu près, de morceaux à peu près humains. L'animal mort déclasse encore le motif, et pour cause, car je ne parle pas de classe en vin, ici, si vous regardez, Pennet nous ramène vraiment à la question de la paysannerie. C'est un thème beaucoup associé à la fortune critique et à la mythologie de Courbet. Lorsque le philosophe socialiste Pierre-Paul Proudhon entreprendra sa défense de Courbet, dans ce qui devait être à l'origine une petite monographie sur le peintre, mais finit par être un long essai intitulé Proudhon, voilà, du principe de l'art et de sa destination sociale, il développe ce passage extrêmement étonnant qu'on ne peut pas bien entendre si on ne connaît pas le réseau métaphorique que la critique a déjà installé autour de Courbet. Parmi les grands thèmes de ce passage, on reconnaît encore le thème du réel et de l'idéal, mais que Proudhon nous propose ici de concevoir comme étant enchevêtré, impossible à toujours distinguer.
Proudhon soutient qu'il y a de l'idéal partout, même là où on ne s'y entendrait pas, par exemple dans un bloc de viande informe. Et ce référent, parce que Proudhon est toujours du côté du référent, la pièce de bœuf, donc, il le met en parallèle avec un médium. Il fait une équation extraordinaire entre viande et photographie, parce que la viande, c'est cette chair qui a perdu toute sensation, et la photographie, c'est cette production d'images sans auteur, une disparition du sujet dans les deux. Il va même aller jusqu'à dire que la photographie produit un exercice, une merveille, tout juste 1 degré au-dessus de zéro. Alors, prenez chez le boucher voisin un quartier d'animal tué, bœuf, porc ou mouton, placez-le devant une lunette de manière à en recevoir l'image inversée derrière la lunette dans une chambre obscure sur une plaque de métal et haute durée. Cette image tracée par la lumière est évidemment en tant qu'image et au point de vue de l'art, tout ce que vous pouvez imaginer de plus réaliste. Il s'agit d'un corps mort, dépecé, bloc de viande informe. Quant à l'image obtenue, elle est le fait d'un agent naturel que la photographie a su mettre en jeu, mais dans l'action duquel il n'entre pour rien. Qui peut éveiller ici le sentiment esthétique? Où est l'idéal? Pourtant, il est certain que ce réalisme n'est pas dépourvu de tout idéal, ni impuissant à éveiller en nous la moindre étincelle esthétique. Car sans compter le boucher et la cuisinière qui savent fort bien dire voilà de belle ou de vilaine viande et qui s'y connaissent, sans compter le gastronome qui n'est pas non plus insensible à la chose, il y a ici le fait même de l'œuvre photographique, l'un des phénomènes les plus merveilleux qu'il nous soit donné d'observer dans l'univers. Dites si vous voulez que le sentiment esthétique éveillé par cette représentation d'un quartier de bœuf est le plus bas degré que nous puissions observer de l'idéal, celui qui est immédiatement au-dessus de zéro, mais ne dites pas que l'idéal fait ici absolument défaut. Vous serez démenti par le sentiment universel. Alors on voit bien dans la rhétorique même que Proudhon est occupé à répondre à quelqu'un. Dites, il a un interlocuteur invisible. Et pour quiconque connaît bien la critique de ce milieu du siècle, Proudhon est en train notamment de répondre à Théophile Gautier, qui, autour de la baigneuse et d'autres tableaux de Courbet, disait « Nous n'admettons le lait que relevé par le caractère ou la fantaisie, le lait du daguerréotype nous répugne. » Donc, la laideur de Courbet était, c'est dans une critique de 51 sur Courbet. En 53, lui aussi, il va d'un peu de viande. De tout temps, la peinture s'est divisée en deux camps. Alors, on voit bien, c'est cette position que Proudhon conteste, les idéalistes et les réalistes. Courbet prétend recevoir des objets, l'impression directe et ne rien emprunter à la science de ses devanciers. Courbet serait photographe. À propos de la fileuse, Proudhon dit « La vie habite ses formes. Si ce n'est de la chair, c'est au moins de la viande. » Ce degré déçu est déjà posé. Donc, je pense qu'il y a là, entre Théophile Gautier et Proudhon, autour de la question de la viande et du médium, une discussion assez facile à filer et à suivre. Il faut noter ici que chez Théophile Gautier, la viande n'est pas disqualifiée, c'est au moins de la viande. On voit aussi que parce que la viande est du côté de la vie, alors qu'en réalité c'est un morceau de chair morte, il faut bien voir les choses comme elles sont, on voit que le discours sur la viande est engagé dans un débat sur le réel, mais aussi sur la couleur, dans la mesure où on voit la viande inscrite du côté de la vie et que le reste des termes dans lesquels ces allusions à la viande sont situés nous renvoient au caractère rougeau, paysan, donc les couleurs de terre, et donc c'est le tissage de la question du matériau, du référent viande et de la chair. La plupart du temps, Gautier trouve Courbet trop maniéré dans sa poursuite du réel, et donc il l'accuse de se confiner à la laideur de l'image photographique. Donc on peut dire que photographie et viande se sont trouvés conjugués ensemble bien avant Proudhon, et par les textes de Gautier dès le début des années 50.
Au moment de la parution de l'ouvrage de Proudhon en 1865, l'association du réalisme à la viande est bien établie. Et on peut en convenir, l'image est mauvaise, mais elle est éloquente, par ce tableau de couture qui est un clin d'œil à nos amis néerlandais, puisque la viande, la matière et les Pays-Bas y sont conjugués. Le tableau se trouvant au musée Van Gogh d'Amsterdam. Un tableau qui s'intitule « Le réaliste ». Et le réaliste est ici représenté comme opérant une espèce de culbute carnavalesque de la hiérarchie de l'art. Il a le derrière sur une tête antique afin de pouvoir mieux copier une tête de cochon. Mais toujours encore, ici, la viande est métaphore ou référent de l'art. On est encore loin de l'entier. Et pourtant, parce que tous ces gens-là se répondent, c'est dans sa réponse au Courbet de Proudhon répondant à Gautier que Zola va opérer dès 1865 le glissement de la viande de motif à matière de l'art. Accusant le philosophe de réduire les peintres à leur sujet et aux résonances politiques de leur sujet, d'être insensible à la manière, Zola rit de ce que Proudhon soutient de la baigneuse. Je vais vous passer tout de suite ça, puis je reviendrai. Oh, la voilà bien cette bourgeoise charnue et cossue, c'est plus une paysanne pour Proudhon, déformée par la graisse et le luxe, en qui la mollesse et la masse étouffent l'idéal et prédestinée à mourir de poltronie quand ce n'est pas de gras fondu. La voilà telle que sa sottise et son égoïsme et sa cuisine nous la font. Alors, c'est contre ça que Zola proteste en disant « Mon Courbet à moi est simplement une personnalité. Le peintre a commencé par imiter les Flamands et certains maîtres de la Renaissance, mais sa nature se révoltait et il se sentait entraîné par toute sa chair, entendez-vous, vers le monde matériel qui l'entourait. Les femmes grasses et les hommes puissants, les campagnes plantureuses et largement fécondes, trapu et vigoureux, il avait l'âpre désir de serrer entre ses bras la nature vraie. Il voulait peindre en pleine viande. » Alors là, on voit bien que l'image, parce qu'on est encore dans le registre de l'image, vient déplacer. Il ne s'agit plus de prendre la viande comme référent, mais d'évoquer la viande comme image du réel et comme matière même de l'art à ce titre d'image du réel. Courbet est le seul peintre de notre époque. Il appartient à la famille des faiseurs de chair. Il a pour frère, qu'ils le veulent ou non, Véronèse, Rembrandt ou Titien. La viande, donc, est posée comme matière de l'art. Elle dit ici non pas la mort, mais la vie et la vérité de la vie. Et c'est ce caractère, encore métaphorique certes, que Zola va traduire par le passage de la vitrine de Claude Lantier à l'étalage de la charcuterie quelques années plus tard. Entre-temps, bien sûr, il a rencontré la peinture de Manet et la viande matière est désormais présentée avec insistance comme emblème d'une école de la couleur, une association que Daumier pose lui aussi au même moment avec son amateur difficile que j'aime beaucoup, qui est au salon et qui énonce deux jugements à la fois. Le texte dit « Je ne suis pas content du salon cette année. Voilà du jambon qui laisse beaucoup à désirer du point de vue de la couleur. » Alors on voit cet imaginaire de l'art et de la viande. C'est lié non pas à la bataille du réalisme ici, mais c'est aussi lié à la nouveauté que constituaient les buffets au sein des expositions. Ça commence en Angleterre à la fin des années 50 et il y a des témoins de leur temps qui sont surpris. Je voudrais savoir ce qu'ils diraient de la boutique aujourd'hui au musée. Mais là, dans un premier temps, on est surpris de trouver le restaurant et le buffet au musée, d'où cette série de blagues. On peut dire que l'usage littéral de la viande, oh mon Dieu, dès lors qu'il n'est que décrit par la littérature, n'a rien de très choquant. Mais il faut considérer que l'école naturaliste, notamment dans le théâtre libre d'André-Antoine, va prolonger l'ambition zolienne en installant véritablement sur scène, dès ses premières représentations, de la vraie viande. Un vrai gigot dont plusieurs critiques notent l'odeur appétissante. Et en 1888, lors de la mise en scène un soir, des bouchers, une pièce obscure de Ferdinand Icre,
Antoine constitue son décor à partir de vrais morceaux de moutons suspendus qui firent sensation et scandale, et il le fait au nom des théories de Zola. C'est donc de 88 que date l'apparition littérale de la viande dans une production esthétique et son usage emblématique pour défendre une certaine vision du vrai, du réel, des rapports de l'art et de la nature. Et c'est dans cet esprit-là donc que j'évoquais le lien entre l'allégorie réelle de Courbet et l'allégorie oxymorique de Jan Asterbach. Faire un décor de viande, c'est pas tout à fait encore faire œuvre de viande. Hein? Le décor, c'est le cadre, c'est pas la chose même. Dans cette seconde partie, plus brève, j'aimerais réfléchir plus directement à la matérialité mise en jeu par la confection et la mise à vue de Vanitas. Je vous montre ici la version de 87 à votre gauche et la version de 91 présentée au musée, exposée chaque fois avec une photographie pour bien montrer que la robe a été portée avant d'être suspendue. Et là, vous avez encore le modèle de 87, le modèle de 91. La Vanitas, Jan Asterbach n'a jamais aimé la version de 91, c'est pour ça que les images que vous voyez de 91 sont des images que vous avez probablement presque jamais vues. Elles n'étaient même pas au catalogue qui avait été préparé avant la préparation de la robe. Asterbach n'a jamais aimé cette version de Vanitas, bien qu'elle ait apprécié l'expertise technique du restaurateur du musée, Richard Gagné, qui a longtemps par la suite contribué à la confection de toutes les instanciations muséales de Vanitas. On peut penser que Asterbach garde un souvenir négatif attaché en fait à la controverse, mais ce n'est pas le cas. Avant même la controverse, la Vanitas du Musée des Beaux-Arts du Canada s'est avérée une Vanitas problématique. Pour avoir la résistance nécessaire, tenir sur son cintre, la robe doit être réalisée en steak de flanc. Car ces morceaux, c'est une session matière après tout, c'est pas une session critique d'art, car ces morceaux ont un caractère plus fibreux qui permet à la robe, une fois suspendue, de ne pas se déchirer et de se transformer en tunique, comme la robe de 87. Asterbach prit ces informations auprès de bouchers montréalais et le musée alla en 91 acheter la viande qu'il fallait à la boucherie Albert d'Ottawa, 58 livres de steak de flanc, en précisant que c'était là du matériel pour la réalisation d'une œuvre d'art. Absolument enchanté, le boucher voulut faire de cette coupe économique qu'est le steak de flanc une matière digne de l'art. Il commença donc par en retirer absolument tout le gras, ce qui est sensible dans la version, regardez ici, on le voit bien. Hein? Alors, la version finale de la sculpture de 91 nous montre que le veinage blanc de la graisse a complètement disparu et appauvrit sensiblement les résonances matérielles et l'apparence de l'œuvre. Il n'y a pas ce veinage, cette marbrure du gras qui a été liquidée par les bonnes intentions du boucher. Ensuite, placé dans les conditions atmosphériques hyper contrôlées du musée, la magie n'opéra plus et l'œuvre cessa de s'altérer après quelques jours ou quelques semaines. Il n'y eut plus de processus de vieillissement, il a été enrayé. Au moment donc de remplacer la robe par une seconde pour que les visiteurs attirés puissent eux aussi assister au processus, la controverse avait déjà éclaté et voilà qu'aucune boucherie, surtout pas la boucherie Albert, ne voulait vendre de la viande au musée. Les 58 livres durent donc être achetés en petite quantité par différentes personnes et dans différentes boucheries à travers la ville pour ne pas éveiller l'attention. L'accrochage de la commissaire Diana Nemiroff avait fait beaucoup pour mettre en relief le caractère allégorique de l'œuvre, pour nous éloigner du scandale potentiel de la viande. La salle de l'œuvre était en fait elle-même construite comme une allégorie de la vie dont Vanitas occupait le centre. Avant d'entrer en salle, le public découvrait l'œuvre qui est en bas, intérieure, un cercueil en miroir contenu dans un cercueil de verre et qui reflétait le visage et le regard en plongée de chaque visiteur.
qu'on se voyait dans le cercueil de Blanche-Neige. Sur les murs de la salle, on pouvait voir aussi, vous le voyez dans le fond là, une œuvre intitulée Habitation, une prothèse de grossesse qui évoquait la naissance, et deux autres œuvres sur de petites tablettes, mais qu'on ne voit pas bien dans la vision globale de la salle. Vie sur mesure, une espèce de film, de galon, mais qui est aussi une pellicule transparente filmique, où il y a différents clichés des étapes de la vie, et galon conique, qui mettait l'accent sur l'idée du déroulement et les grandes étapes d'une existence. Ensemble, ces œuvres se présentaient vraiment comme une allégorie de la vie dont Vanitas aurait dû, si la viande avait pu se transformer, incarner le processus de vieillissement. C'est dire que Vanitas n'était pas qu'affaire de temps. Le musée en avait minutieusement pensé et avait ruiné la dimension temporelle, mais en avait par ailleurs minutieusement pensé la dimension spatiale. Et justement, c'est la question de l'espace qui, volant la vedette à la question du temps, compliqua le recours littéral à la viande comme matériau de l'art. Au moment, je vais vous mettre des images de la confection, au moment où la controverse a éclaté en mars et avril 1991, le président du comité parlementaire sur la culture et les communications du gouvernement conservateur canadien était Félix Oldman, précédemment et assez récemment promu à ce titre, mais auparavant éleveur de porcs. Et très rapidement, il s'en prit à l'œuvre et au musée en arguant une chose extraordinaire, en disant que la place de la viande n'était pas au musée, mais au supermarché, où ceux qui le souhaitaient pouvaient en acheter. Voilà un homme qui parlait en expert. Il ne disait pas comme les détracteurs de Sterback, la viande c'est laid, la viande c'est sale, la viande c'est dégoûtant, et où il ne disait pas non plus à Yana Sterback, vous avez gaspillé de la viande. Il parlait comme quelqu'un que la viande ne dégoûte pas et qui sait que le gaspillage fait une partie constitutive de l'industrie agroalimentaire. Mais malgré donc son caractère que les médias considéraient comme absolument béotien, il remarquait une chose juste. Sterback avait déplacé la viande. Il s'agissait là d'une matière hors contexte, et c'est ça qui avait enrayé l'entendement de la pièce comme portant sur l'œuvre du temps. Avant le Musée des Beaux-Arts du Canada, l'œuvre avait circulé dans 6 lieux différents, des musées de petites villes du fin fond du Canada. Il n'y avait jamais eu de scandale. Et subitement, là, se produit cette chose. Ce déplacement du temps vers l'espace, Sterback semble avoir entendu. Je vous montre. Ici, on est en train de la faire installer au modèle. Vous voyez Richard Gagné dans la chemise rouge. Ici, on est en train de coudre avec du fil noir et un point croisé, pour ceux que la couture intéresse. Et ici, on est en train de réaliser cette opération très délicate de la suspension sur un cadre métallique. Voyez-vous, et on est en train de finaliser ça. Ce que la controverse donc avait rendu évident, c'est que Vanitas n'est pas que le montage plus ou moins choquant selon les individus d'une forme robe et d'une matière viande. C'est leur articulation à travers un tiers élément qui est le cintre. Sterback avait eu recours en 87 à une présentation suspendue, car l'œuvre avait alors été montrée chez son galeriste de l'époque, René Blouin, dont la galerie était située dans un édifice anciennement consacré au commerce de la fourrure. En écho à cette spécificité du lieu, Sterback avait choisi pour la robe un cintre de fourreur. Mais le cintre de fourreur, dans le principe de suspension qui est le sien, rappelle les crocs de l'abattoir et de la boucherie. L'espace, dès lors, volait la vedette au temps. La controverse venait de rappeler que la viande, comme la plupart des matières, est aussi affaire de contexte, de géographie, de lieu et de culture. L'exposition Corps à Corps quitta Ottawa pour se rendre à Boston, et dès Boston, quelques semaines après donc la fermeture de l'exposition à Ottawa, Sterback modifiait la présentation de Vanitas et remplaçait la suspension par un mannequin métallique, un peu anthropomorphisé, histoire de tenir l'animal à distance, il y a un petit coup,
il y a un pied. Cette présentation-là, ce n'est pas la présentation de Boston, mais une présentation identique à celle de Boston qui a couru pendant quelques années, et la présentation sous laquelle la robe est entrée dans les collections du Musée national d'art moderne à Beaubourg. C'est une vue prise d'une première présentation à Beaubourg. Ce mannequin métallique sur pied rappelait ceux qu'on pouvait trouver au moment de l'élaboration de Vanitas dans les boutiques chics. Vous avez ici une vitrine d'Edouard Sanso pour Teresa Ramal à Barcelone, une vitrine de 86. La mise à vue de Vanitas dans la salle du Musée des Beaux-Arts du Canada rappelait d'ailleurs cette esthétique du rare, cette manière d'isoler la robe dans la pièce, de montrer la robe comme une pièce unique, qui est aussi la rhétorique de présentation des boutiques chics, des boutiques haut de gamme et qui isolent la marchandise de mode. Bientôt, pour aller encore plus loin, Sterback fit remplacer le mannequin métallique par un mannequin de bois, un peu démodé, et qui conférait à l'œuvre une dimension un peu hors du temps. C'est ainsi qu'on pouvait voir l'œuvre lors de sa présentation au sein de l'accrochage de la collection intitulée « Elle » au Musée national d'art moderne, puisque, comme je l'ai dit, l'œuvre figurait dans les collections du musée. Cet épisode, qui nous ramène à la vitrine, montre que l'œuvre a une vie au-delà de sa première mise à vue et, ironiquement ici, indépendamment du vieillissement littéral de la matière choisie. Et cet épisode vient clore le discours moderne sur le rôle emblématique de la viande, précisément parce que l'œuvre de Sterback voit le jour l'année même où l'abattoir de la Villette réouvre transformé en musée. La controverse, elle, éclate quelques mois après la clôture des Magiciens de la Terre dans la halle aux bestiaux des anciens abattoirs de la Villette. Et une fois que ce transfert de l'art à l'abattoir est complété par l'entrée de la viande au musée, le chapitre de l'histoire matérielle de l'art qui m'occupe autour de la matière viande me semble clos. Il n'est peut-être pas clos dans les pratiques des artistes, mais très certainement autour des enjeux constitutionnels à partir desquels il s'est manifesté et à partir desquels la viande avait pu faire sensation. Merci.